Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche. Nous allons parler de ces inondations. Est-ce que l'histoire se répète? Après celle de 2013, Bamako était sous les eaux cette semaine. On parle d'au moins 15 morts et des milliers de sans-abri. On va également parler des 4 ans de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Vous vous rappelez, le 15 mai, ensuite le 20 juin, le gouvernement du Mali, les mouvements armés sous l'égide de la communauté internationale qui apposaient leur signature sur ce document. Et enfin, nous allons également parler de cette grève des enseignants qui faisait planer le spectre de l'année blanche. Le gouvernement est parvenu à un accord avec la synergie des syndicats. Des questions qui seront abordées par nos invités, Badou Sidi Koba de Carrefour, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Chakmar Konari, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Inondation, l'histoire se répète-t-elle? Après 2013, Bamako était sous les eaux cette semaine. Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait au moins une quinzaine de victimes et de milliers de sans-abri. Quelques images ici et les quartiers les plus touchés: Nyamakoro, Kalabankoro, Misabougou, Faladje, Daoudabougou, Bakodjikoroni, Sotuba, Kabala, pour ne citer que ceci. Badou Sidi Koba, comment est-ce que vous avez vécu ces événements-là? Moi, j'ai vécu ces événements de façon tragique, mais je n'ai pas été douté surpris. Parce que des mesures idoines n'ont pas été prises pour prévenir ce cataclysme. Il faut le dire. Et je remets en cause le comportement des bourgmestres. Nous savons tous que les bourgmestres, je veux dire les maires, les élus communaux, ne se comportent pas de la façon la plus bonne, dans la mesure où ils se mettent à vendre les terrains à usage d'habitation à tort et à travers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous partez à Kalabankoro, à votre gauche, il y a la station Oryx. Cette station Oryx se trouve dans le lit des marigots. Et quand il pleut, c'est l'ensemble du goudron qui est inondé. Et au-delà de cela aussi, il y a l'incivisme des populations. Parce que les populations aussi versent les ordures dans les caniveaux et au niveau des collecteurs. Et à la veille de la saison des pluies, les élus communaux, les maires ne se donnent pas la peine vraiment de curer les caniveaux, de dégager les collecteurs. Et même s'ils dégagent les caniveaux, les tas de mondices se retrouvent en bordure du goudron. Et ces mêmes tas de mondices se retrouvent encore au fond du caniveau. Et au-delà de cela, il y a les chantiers, il y a les maisons en construction. Donc, les propriétaires de ces maisons déversent le sable au bord du goudron et le sable aussi se retrouve dans le caniveau. Et ça peut causer parfois des accidents mortels. Quand le président a été à Nyamakoro, il a rappelé, il dit que c'est vrai, il y a les effets du changement climatique, mais il y a le problème des humains aussi, faisant allusion au comportement des maires. Alexis Calambri, sur ces inondations. Oui, en fait, ça a été vraiment un drame qui se répète de façon cyclique, peut-être dans des proportions moindres, mais qui, à chaque pluie, à chaque saison de pluie, on voit des phénomènes du genre. Donc, Badou l'a dit, on peut diviser la poire en deux, autant les citoyens dans leur incivisme, dans les constructions anarchiques que même les matériaux de construction. En tout état de cause, nous sommes à un niveau où on ne peut plus vraiment seulement implorer le ciel pour avoir de la miséricorde. Il faut que des décisions soient prises. Maître Konari. C'est la rançon de l'anarchie ambiante. Alexis parle de l'incivisme des populations, c'est vrai, mais cet incivisme ne devrait pas exister dès lors qu'on a désigné des autorités à la tête des communes et à la tête des structures de l'État. Le peuple est fait pour être encadré. C'est pourquoi il y a des lois, c'est pourquoi il y a un État. Il y a une police, une gendarmerie. Mais si on laisse les maires lotir le moindre crâne chauve, si on laisse et on croise les bras pendant que les cimetières sont en train d'être vendus, pendant que les voies de sortie des eaux sont en train d'être vendues, la conséquence ne peut être que des inondations meurtrières. Et le mal est d'autant plus déplorable que ces inondations sont cycliques. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2013, ce fut le cas. En 2019, c'est le cas. Je parie qu'en 2020 aussi, ce sera le cas parce que l'État ne fait que déployer sa force d'inertie. Bref,
l'anarchie, l'anarchie et encore l'anarchie. Non, mais c'est un problème de gouvernance, si on veut tout simplement résumer cela. Je me souviens qu'en 2013, il y avait eu des inondations, des victimes également. Je crois que c'était Moussa Mara qui était Premier ministre, je ne sais plus, mais je crois que c'était Moussa Mara qui était Premier ministre. Et à l'époque, le président, le Premier ministre, tout le monde avait pris la parole pour dire plus jamais ça, il n'y aura jamais cela. En fait, c'est un problème de gouvernance locale, tout simplement. C'est que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et qu'on ne tire pas les leçons qu'il faut. C'est bien beau de voir les autorités aller sur le terrain, présenter les condoléances. J'ai vu deux ministres, je crois le ministre de la Santé compatir, j'ai vu le ministre du Développement Monsieur Konaté qui avait du mal à marcher dans des bottes et qui faisait semblant de marcher dans les bottes ou tentait de marcher dans les bottes. C'est très beau tout ça. Mais le problème, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que si vous vous attendez qu'il y ait des inondations de ce genre, ça ne pourra pas marcher. Ça, c'est une raison. C'est la principale raison. Mais l'autre raison, ce n'est pas seulement les constructions anarchiques, etc. Vous avez quand même eu, à des endroits à Bamako, 138 mm de pluie. Ça fait quand même près de 14 cm. C'est énorme. C'est-à-dire que Bamako n'avait pas les pieds dans l'eau, mais c'était quasiment les hanches dans l'eau, si vous voulez. Donc, il est évident que, à côté de la lutte contre l'anarchie, etc., il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, nous devons faire face quand même au changement climatique et au danger de ces inondations-là et les accompagner par l'urbanisme, etc., l'assainissement, il y a un ministère de l'assainissement, etc. Donc, je pense que ce sont il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. Et qu'il est, comme l'ont dit les autres, il est temps de se lever pour dire cette fois-ci, on ne va plus jamais assister à ça, mais qu'on prenne les mesures qui s'imposent. Il ne faut pas faire dans les autres pays, j'en aurais terminé, où brutalement on a fait déguerpir les populations. Il faut beaucoup de pédagogie, mais après il faut appliquer quand même, je trouve, la loi. Ok, on a parlé de problèmes de gouvernance, Badou Sidi Koba. On a du mal à suivre les autorités dans leur discours de plus jamais ça. Si l'on sait qu'on l'a rappelé, en 2013, il y avait eu des inondations, et des inondations qui se sont même invitées dans le discours d'investiture du président de la République. Une enquête avait été mise en branle, mais il n'y a rien de tout cela. On ne sait pas comment est-ce que ça s'est terminé. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on établisse la lumière un peu sur les précédents, les inondations passées, les inondations précédentes. Non. D'abord, moi, je vais remettre en cause le comportement des élus communaux. Au-delà de cela, à chaque fois quand il y a de telles tragédies, on mène des enquêtes, on situe les responsabilités, mais ces enquêtes restent sans suite. Ces enquêtes sont tout simplement renvoyées dans les tiroirs. Et le pouvoir ne sévit pas. Mon confrère l'a rappelé, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème d'inefficacité. Vous êtes avocat maintenant? Oui, bon. Le journaliste, il est avocat. Donc, les sanctions ne tombent pas. Et je m'en vais plus près. Vous prenez le quartier de Missabougou. Au niveau du quartier de Missabougou, par exemple, il y a des bâtiments qui sont construits sous les ponts. Et quand il pleut, nécessairement, l'eau va rentrer dans ces maisons. Et au-delà de cela, le président de la République a dit quelque chose de très important. Il dit que les maires vendent ces terrains souvent à des nantis. Ces nantis construisent des maisons en béton. Et ils subissent moins de dégâts. Mais les habitations de fortune qui se trouvent dans les environs, c'est eux qui sont les victimes de ces tragédies. Donc moi je pense que l'État doit prendre toutes les mesures qui s'imposent, sanctionner les bourgmestres fautifs et au-delà de cela, voir les lits du fleuve, les lits des morgues qui sont occupés par des habitations illicites, démolir tout simplement les habitats pour que ça serve de leçon aux autres et que les populations aussi prennent les responsabilités, que les populations évitent vraiment de payer de l'eau à usage d'habitation dans de tels endroits. Parce que nous sommes dans un pays, vous m'excusez, la majorité des maires, c'est des maires inconscients. D'accord. Maître Konaré, par rapport à ces inondations-là, il y a un passif qu'il faudra solder, le passif de 2013. Il faut qu'on sache déjà ce qui s'est passé en 2013. La promesse a été faite, mais en 2019, on nous ressort le même discours. Mais aucune enquête n'a jamais abouti dans ce pays. Les enquêtes sont faites pour être enterrées. Mais il faut aussi songer au fait que l'État n'investit pas assez dans les infrastructures. Il n'y a pas de route à Bamako. La route qui va de la Tour d'Afrique au tournant de Moussabou, ce goudron-là, ça disparaît chaque année. Après l'hivernage, on met une petite couche. L'hivernage suivant, le goudron disparaît, emporté par les eaux. Si le goudron est emporté par les eaux, c'est parce que rien de sérieux n'est fait en termes d'infrastructures. Donc il faut construire les infrastructures, creuser des canalisations. Normalement,
Même un permis d'occuper ne doit pas être délivré dans un quartier non viabilisé. Mais aucun quartier n'est viabilisé avant que les permis d'occuper ne soient distribués. Donc, vraiment, les lois sont là, les lois ne sont pas appliquées. Les enquêtes sont engagées, les enquêtes finissent par être enterrées. Tout le monde poursuit son petit bonhomme de chemin, simplement préoccupé par la recherche du prix de condiment. À ce train-là, il y aura encore une catastrophe en 2020 et je le crains. Qu'à Dieu ne plaise. C'est ce que j'appelle un problème de gouvernance. Je vais insister là-dessus. Mais la gouvernance peut être locale aussi, parce qu'on est en pleine décentralisation. Il y a 20 ans à Bamako, il n'y avait pas le nombre de communes que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est un problème de gouvernance. En 2013, je me souviens très bien, on a dit des enquêtes sont ouvertes, mais il n'y a jamais eu en fait d'enquête ouverte. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont été entendues à un moment, et puis après, ça a fait pshhh. Ça s'est dégonflé comme une baudruche. Donc c'est cela qu'il faut. Et c'est cela, c'est pas méchant de le dire. Je pense que le problème, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce pays, c'est un problème de gouvernance à tous les niveaux. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est quelque chose de très grave. Et on nous prévoit, la météo prévoit qu'il y aura encore des pluies aussi diluviennes, il y aura des eaux torrentielles. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les responsabilités, situer les responsabilités et surtout faire en sorte que... Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui habitent Bamako, intramuros ou à la périphérie, qui sont sur des sites dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Si vous voulez les déguerpir rapidement, il faut rapidement trouver quelque part où les loger. Et non attendre demain pour qu'il y ait encore plus diluviennes, pour qu'on les mette les sans-abri dans des écoles, ça ne fonctionnera pas. C'est un problème de vision qu'il faut avoir. Dans ce domaine, la vision, quand je le dis, c'est pas seulement le gouvernement. Alexis est en train de me pincer en disant que je critique trop le gouvernement. Non, mais c'est un problème de gouvernance locale aussi. Je ne sais pas si vous voyez. L'État ne peut pas faire tout. Il y a des structures qui sont chargées de faire leur boulot. Dans chaque mairie, vous savez qu'il y a une direction de l'urbanisme, par exemple. Dans chaque mairie de Bamako, il y a une direction de l'urbanisme. C'est à eux de faire le boulot. S'ils ne peuvent pas faire le boulot, ils n'ont pas les moyens de leur politique, ils n'ont qu'à le dire publiquement et démissionner en ce moment-là. Oui, Alexis. Oui, je partage l'avis sur la gouvernance pour une raison fondamentalement. C'est-à-dire moi, simple citoyen, si je bénéficie d'un lopin de terre, je peux être conscient que c'est dans le lit d'un marigot. Je suis capable de me construire une piole. Je vais le faire en comptant sur le ciel parce que au moins je suis à l'abri d'un besoin. Donc, se loger fait partie des droits de l'homme, des droits de la 3e génération. Et c'est ancré chez nous qu'il faut que chacun ait un chez-soi. Alors, là où est la responsabilité de l'État, c'est premièrement de faire en sorte que tous les terrains soient viabilisés quand on attribue. Deuxièmement, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de logement spontané. Et malheureusement, on a vu des cas où on a voulu casser des logements spontanés, on dédommage les gens, ils prennent la nouvelle parcelle qu'on leur donne, ils vendent, ils restent sur leur place. Il y a des gens qui ont été dédommagés 2 ou 3 fois. Ça, c'est la responsabilité des élus et des responsables de faire en sorte que les lois soient appliquées. Donc oui, à l'État de faire en sorte qu'il n'y ait pas de terrain non viabilisé attribué par les mairies. Deuxièmement, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de logement spontané, mais également peut-être qu'il faut trouver une politique incitative pour aller vers des matériaux qui résistent à ces intempéries-là. Parce que oui, très souvent, c'est les maisons qui s'écroulent sont souvent en banco, souvent ne respectent pas des normes de construction. Donc, peut-être qu'il faut toute une politique derrière pour au moins obliger au respect de certaines, obliger et inciter. D'accord. Mais il y a également peut-être un travail pédagogique à faire, déconstruire certains préjugés. Tout le monde ne peut pas être bamakois. On a vu, il y a plus de parcelles à usage d'habitation dans la capitale, mais les gens, tellement qu'ils veulent être des bamakois, sont prêts à aller s'installer même dans le lit des marigots. À Missabougou, on a vu, hein, c'est un endroit pour le drainage des eaux vers le fleuve. C'était à 100 mètres, 150 mètres du fleuve. Il y a également ce travail. Tout le monde ne peut pas être bamakois. Chacun ne peut pas habiter la capitale aussi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
En dehors des Niaré, des Touré, des Dravé. Non, mais il y en a plus, de de parcelles là. Mais il y a des parcelles justement, mais ces parcelles-là doivent être protégées et gérées de manière licite. Et ceux dont les maisons tombent là, c'est des maisons qui font parfois très souvent l'objet de permis d'occuper. Le problème, c'est que ces permis d'occuper n'auraient pas dû être donnés dans ces zones-là. Je vous dis, le problème est un problème d'encadrement des populations par l'autorité publique. Il y a une faillite de l'autorité publique, pas seulement dans le domaine de l'urbanisme, mais dans beaucoup d'autres domaines. Voyez la police, voyez comment les vieilles Sotramas déglingués circulent dans la capitale en toute impunité. Voyez les camions, ils ne respectent aucune espèce de règlement. Allez dans les tribunaux, allez au marché, allez à l'hôpital, on vous vole vos médicaments. Alors donc c'est l'anarchie à tous les niveaux. Il faut que ça cesse. Oui, c'est vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'est pas Bamakois et qui ne devrait pas habiter Bamako. Oui, souvent c'est l'anarchie. Depuis quand un Tangara loge-t-il à Bamako? Oui, non, mais bon, si on vient trouver qu'il n'y a plus de parcelles, on va à Koulikoro ou bien à Sikasso. Mais la question, Alexis, souvent même il y a de l'anarchie même au niveau des ménages. Moi, j'ai vu dans certains quartiers, quand il commence à pleuvoir, les populations, les femmes viennent déverser les ordures dans des fossés. Et ils appellent ça promo. Parce que pour eux, la pluie va... Oui, c'est ça justement. Parce que les caniveaux ne respectent pas les normes. Ce n'est pas fermé. Là où on a... Vous avez vu que là où même on a tenté de faire des caniveaux, les gens ont mis, disons, fait leur puisard directement sur les caniveaux, alors que c'est pas normal, mais ils n'ont pas eu de répression et ils n'ont pas été réprimandés, du coup, ça devient une règle. Et justement, on cure les caniveaux aujourd'hui, les gens continuent à déverser. Donc, je pense que ça, c'est également la question. Si vous avez vu même les images sur les inondations, vous avez vu, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils accusent les autorités jusqu'au plus haut sommet d'être responsables même de leur situation, parce que à mon niveau, il y a un minimum que je peux faire, mais personne ne fait. Les gens, dans leur environnement, comptent sur la voirie, sur la mairie, sur ainsi de suite, alors que il y a des choses qui sont de ma responsabilité. Mais l'autre côté, en parlant de... Est-ce que tout le monde a le droit d'être là? Je le disais, la solution, ça peut être ces promotions des logements sociaux qui, au moins, sont sur un terrain où on a une viabilisation sommaire et qui peuvent être à des coûts supportables. Pourquoi ne pas le faire même pour les parcelles? Il y a également qu'on peut... oui, tout le monde ne serait pas Bamako s'il y a une possibilité d'avoir du travail chez soi. Si je suis en train de travailler à Bamako et à Ségou, il est évident que je vais choisir de rester à Ségou. Oui, parce qu'on a même vu des gens construire sur des montagnes, sur des collines, dans la périphérie de... Oui, Badou. Le problème aussi, c'est que la population augmente de façon exponentielle, les infrastructures ne suivent pas, les infrastructures sont très mal adaptées, et vous prenez les concessions, vous allez trouver souvent des gens, ils profitent de la nuit, ils sortent les eaux usées de latrines, ils déversent ça dans la rue, les services d'hygiène viennent, on leur donne 5 000, 10 000 francs, et ils acceptent, ils continuent à s'aimer. Bon, il y a une information aussi que j'aimerais ajouter, il y a un jeune quand même qui a sauvé au moins 9 adolescents, Ibeka doit le décorer, je crois, il s'appelle Mamadou Diarra. Oui, moi, je voulais revenir sur les collines. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. J'ai lu le rapport d'un expert qui est un Malien, qui estime qu'on a construit beaucoup sur les flancs de collines, à Bamako et dans la périphérie, et que le véritable danger, au-delà des inondations que nous avons aujourd'hui, ça c'est un rapport qui a été fait il y a 4 ou 6 mois, que le véritable danger aujourd'hui qui nous guette, c'est cela. C'est-à-dire qu'un jour, l'écoulement, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où les constructions sur les flancs de collines, ou dans le creux des collines,
va poser problème fondamentalement. Donc là aussi, il faut une brigade pour organiser tout ça. Et excusez-moi de le dire, vous me faites un clin d'œil, cher ami, mais c'est un problème de gouvernance. Il n'y a pas autre chose. Vous tournez, nous avons nous avons parlé 20 minutes de ça, 2 heures, c'est un problème de gouvernance. C'est pas ici qu'on va régler ça. C'est un problème de gouvernance, il faut prendre ses responsabilités. D'accord, un dernier mot là-dessus, Maître Konaré. Première pluie, 15 morts, on ne va pas souhaiter que ce soit la logique, la mathématique, que ce ne soit pas une équation. Première pluie, au moins 15 morts. Deuxième pluie, comment faire en sorte maintenant qu'il n'y ait pas d'autres morts? Non, je crois que les pluies ont montré à chacun le bon emplacement qu'il doit prendre avant la prochaine tornade. Mais vous étiez où? Moi, je sais, je sais pas. Ok. Deuxième thème de l'émission, les 4 ans de l'accord pour la paix et la réconciliation. Voilà, vous rappelez le gouvernement du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, sous l'égide de la communauté internationale, a posé leur signature sur ce document dit accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Si pour beaucoup, Badou Koba, l'accord a au moins mis un terme aux affrontements entre l'armée et la coordination des mouvements armés, pour d'autres, l'équation reste entière, surtout l'absence de l'État dans des localités comme Kidal. Oui, l'absence de l'État dans des localités comme Kidal s'explique, mais quand même, il y a un fait quand même qu'il faut signaler. Symboliquement, il y a le gouverneur de Kidal, Mohamed Aguichrach, qui est un inspecteur de douane. Depuis 2 ou 3 ans, il est installé à Kidal. Et au-delà de cela, moi, j'ai écouté l'interview d'Inaï Ag Mohamed, qui est le secrétaire permanent du haut représentant du chef de l'État. Il dit quand même qu'il y a eu des avancées significatives avec l'opérationnalisation de la région de Taoudéni et de Ménaka. Ensuite, la mise en place des autorités intérimaires dans les 5 régions du Nord au niveau des 25 cercles. Et au-delà de cela, la relecture des textes juridiques, même de la décentralisation, pour adapter les collectivités locales à l'accord. Et au-delà de cela, il a parlé quand même du problème du mécanisme opérationnel de coordination qui a été mis en place avec une force mixte composée de 200 bataillons des forces gouvernementales, 200 bataillons de la CEMA, 200 bataillons de la plateforme et 150 éléments des mouvements non signatures de l'accord. Donc ça, c'est des avancées significatives, mais l'arbre ne doit pas cependant cacher la forêt. Il reste beaucoup à faire parce qu'à présent, le gouverneur de Taoudéni opère à Tombouctou. C'est à Tombouctou qu'il travaille. Il ne peut pas se rendre à Taoudéni. Et dans la région, dans le secteur de Talatay, quand même, il y a eu 180, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des combats entre les combattants de la SEMA et les combattants des mouvements non signataires de l'accord, donc qui a fait beaucoup de victimes. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a rappelé, pour l'année 2018, il y a eu quand même 192 personnes qui ont été tuées. Donc, ce qui prouve que l'insécurité vraiment a encore de beaux jours devant elle ou en République du Mali. Alexis Calambri, accord 4 ans après. Oui, 4 ans après, on a eu des avancées. Et je l'ai toujours dit, le simple fait que personne ne se dit satisfait des accords est une bonne chose. Et les accords laissent la place à des négociations sur tous les aspects. Donc, oui, on a connu des difficultés dans la mise en œuvre à beaucoup de niveaux, mais c'est bon signe, en ce sens que le fait qu'il y ait des difficultés, le fait qu'on marchande les points et les virgules est un signe de sincérité et de volonté de tout le monde d'aller de l'avant. Vous savez, j'appartiens à un mouvement maintenant, malien tout court, mais qui fait des choses extraordinaires sur le terrain. Et quand vous le regardez, vous voyez que tout le monde adhère, surtout les ressortissants de Kidal, y compris jusqu'à Kidal, qui adhèrent et qui se disent « nous sommes maliens tout court ». Donc, entre parenthèses, il a parlé de Talatay, malien tout court est parvenu à un accord. Voilà, un accord après l'attaque de Talatay, justement. Donc, oui, le problème qu'on avait, c'était l'animation autour de l'accord. Et je pense que ça a beaucoup traîné parce qu'on a manqué d'animateurs. Le gouvernement ne donnait pas en tout cas l'impression d'avoir pris le dossier et de continuer à démarcher les signataires pour qu'on aille à la prochaine étape. Maintenant, encore une fois, on a un ministre des Affaires étrangères qui se sent beaucoup concerné par le dossier et qui est en train de faire que les lignes bougent. Oui, Maître Konaré, les 4 ans de l'accord pour la paix.
C'est un accord pour la paix et non de paix. Vous avez parlé de Kidal tantôt. Savez-vous la principale activité du gouverneur de Kidal? C'est d'écrire des courriers. Il est dans son bureau, il n'a pas de secrétariat, Oh, il fait le il terrain. n'a pas de préfet. Il fait Non, le ne terrain. m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vais riposter. Serge. Il n'a Je pas, vais il n'a pas de préfet, Donc c'est un accord il pour n'a la pas paix. de police, il n'a pas de gendarmerie. Lui-même est gardé par les éléments de rebelles de la SEMA. Voilà la situation du gouverneur. Son principal travail quotidien, c'est d'écrire des courriers à Bamako, des courriers qu'on met au tiroir, parce que ce n'est pas avec lui qu'on traite. Mais pourquoi vous focalisez Et je vous Kidal? signale, non, il a parlé de Kidal. Ok, donc maintenant on Je parle vous de dépeins l'accord. déjà Ok. parle de la l'accord. situation de Kidal. D'accord. Donc, la situation de Kidal est la résultante du mauvais accord qui a été signé. Et on signe un accord de paix, pourquoi? C'est pour avoir la paix. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la terminologie? Oui, Je crois oui, que c'est un accord entendons. pour la paix et non un accord de paix. Que ce Le soit un document. accord de paix Pour la ou paix, ouais. un accord pour la paix, on Ouais. le signe pour avoir la paix. Or, de 2015 à nos jours, nous n'avons pas la paix. Les morts ne cessent de s'entasser sur le terrain. Les rebelles n'ont pas désarmé. Et l'insécurité, au contraire, a atteint le centre du pays. Et nous continuons à dépenser pour entretenir des chefs rebelles qui logent à l'hôtel Kempiski. Pendant que nous, nos autorités ne peuvent pas mettre pied à Kidal. Trouvez-vous cela défendable? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de nous obliger à changer nos textes pour complaire à des groupes armés simplement parce qu'ils sont armés. Ces groupes-là se moquent pas mal de la Vox Populi. Je vous donne un exemple. Lors de la conférence d'entente nationale qui a été convoquée sur les bases justement de l'accord de paix, les différentes commissions, l'ensemble des participants a décidé que le mot Azawad ne pouvait pas recouvrir une signification géographique, territoriale ou administrative. Les rebelles de la SEMA ont aussitôt claqué la porte et ils sont partis. La même conférence d'entente nationale a décidé que les rebelles de la SEMA ne sont pas seuls à entretenir l'insécurité dans notre pays et qu'il faut ouvrir le dialogue avec Yad Ag-Ghali, le véritable chef rebelle, dont la SEMA n'est qu'un appendice, un moyen d'action. Mais cette recommandation de la conférence d'entente nationale a été remisée au placard sur ordre des grandes puissances qui ont décidé de nous dire qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. D'accord. Nous ne sommes plus indépendants. D'accord. Ce dossier nous échappe. Ok. Et avec cet accord-là, dicté par l'étranger, nous n'aurons ni la paix, ni l'indépendance. Ok, on va revenir. Alors moi je Oui, soulignais parce que Serge pour avoir la paix Ouais. et l'indépendance, il faut nommer Maître Konaré gouverneur de Kidal. On va voir Jamais. si on va avoir le courage d'y aller d'abord. Jamais. Non, mais il faut voir les choses. Le centre Jimmy Carter, qui joue un rôle d'observateur dans l'application de l'accord pour la paix, fait un rapport pour dire 4 ans après, il y a seulement 25% de ce qui était prévu qui a été fait. 25%. Ben, ça veut dire quand même que si vous allez à un examen au bout de 4 ans, vous faites 25%, vous ne réussissez pas. Donc l'application de l'accord de paix, je dirais, est poussive. Mais tout simplement parce qu'on s'est trompé sur la réalité de la crise, des acteurs de la crise. À l'époque, moi je me souviens très bien, très rapidement, s'il y a 2 minutes, quand on disait que ce n'était pas seulement le MNLA seul qui combattait contre les groupes armés, personne ne croyait. Nous on était 2 ou 3. On avait dit qu'il y avait le MNLA, mais en même temps des groupes djihadistes. Mais la réalité est là, vous avez un mélange de tout. Parmi les adversaires, les ennemis d'hier, les ex-rebelles, vous avez, je suis persuadé, des gens qui sont profondément maliens. Un Al-Gabas, par exemple, je suis persuadé, il est député à l'Assemblée nationale. Amadak Bibi, je suis persuadé qu'ils sont maliens. Mais M. Bilal, qui est le représentant du MNLA dans le groupe des ex-rebelles, je pense qu'il reste fondamentalement indépendantiste. Et il y avait un autre qui s'appelait M. Acharatoman, qui au début a voulu faire croire que c'est lui qui commandait Kidal, qui s'est rendu compte de la réalité tribale de la crise et qui est obligé de migrer vers Ménaka pour avoir une base. Donc vous avez tout ça qui compte.
Donc, c'est pas un ensemble homogène. Nous n'avons pas fait un ensemble homogène. Et je pense que c'est la difficulté de la crise malienne aujourd'hui. Les choses ont été faites. Aujourd'hui, on n'a pas de guerre. Il y a eu l'histoire de Talataï, vous l'avez rappelé. Mais il n'y a plus de combat entre l'armée régulière et l'armée et les ex-rebelles. Mais la crise s'est quand même métastasée vers le centre. C'est là les limites de l'accord de paix. Avant l'émission, vous étiez en train de dire, Serge, tu as bien dit que l'accord de paix est la poudre de perlimpinpin. C'est un peu la poudre de perlimpinpin, quelque part. Il y a un côté caduque de l'accord de paix. C'est pour cette raison qu'il faut peut-être se revoir pour rebeloter, rebrasser les cartes et dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous n'avons pas pu faire, comment faire cette fois-ci pour aller de l'avant. Ouais. Donc c'était bien de signer un accord de paix pour qu'il y ait quand même la fin des combats, mais l'accord de paix n'a pas réglé les problèmes sur le terrain. Alexis, on va revenir vers vous. Oui, vous savez, quand une crise perdure, vous avez un système d'économie, vous avez des gens qui vivent toujours d'une crise, qui mettent en place un système d'économie de guerre, d'économie criminelle, et qui se donnent les moyens de faire en sorte que ça perdure. Nous sommes dans cette situation-là. Vous aurez peut-être une poignée de personnes qui ont su tirer leur épingle de jeu, qui ont su faire en sorte de bien vivre de cette situation et qui se battent pour garder le statu quo. Donc, je l'ai dit, et c'est là où l'État est blâmable parce que depuis la signature de l'accord, on n'a pas trop senti quelqu'un ayant pris le dossier en main pour faire, disons, parler les uns et les autres pour faire qu'on aille à l'application. Mais fondamentalement, il y a des choses qui sont partagées par tout le monde. Il s'agit juste que quelqu'un soit là pour faire le lien avec tout le monde. Okay. D'accord. Maître Konaré, est-ce que l'un des acquis de cet accord ne serait pas le fait que en 2012, ces mouvements de position de velléité sécessionniste puissent aujourd'hui être dans une dynamique républicaine avec le Mali? Est-ce que ça, c'est pas un acquis? Puisqu'au début, ce n'était pas ça. Au début, en 2012, par exemple, c'était des velléités sécessionnistes, la création d'un État indépendant du Mali. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. C'est comme si on avançait à ce niveau-là. Mais je ne vois pas pourquoi vous parlez de changement d'objectif. Coordination des mouvements de l'Azawad. On n'a pas dit Mali, hein. C'est de l'Azawad. Ouais, même en 91, il y avait FUA, il y avait MPLA. C'est des séparatistes. L'Azawad, c'est différent du Mali. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que lorsqu'à la conférence d'entente nationale, on avait décidé que l'Azawad ne pouvait pas être autre chose qu'un terroir culturel comme le Bani Monoché, etc., la SEMA a claqué la porte. Elle voit dans l'Azawad un véritable État. Donc, il y a les faux fuyants là, ça ne marche pas. L'objectif des rebelles, c'est bel et bien l'indépendance, ou à défaut de l'indépendance, entretenir une insécurité permanente dans la zone afin de continuer à trafiquer. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic de tout. Pour que l'État malien soit chassé de la zone et qu'on continue de trafiquer. J'ajoute. Je voulais vous dire. J'arrive. Ok, donc terminons. Pour ce qui concerne l'assertion selon laquelle il n'y aurait pas de belligérance entre l'armée malienne et les rebelles, mais je dis que ça ne tient pas la route. Pourquoi? L'accord sert simplement d'abri aux groupes armés pour combattre l'armée et l'État du Mali en cachette. Le général Barrera, qui était chef de l'opération française Barkhane, a bel et bien averti que les groupes armés et signataires de l'accord étaient en train d'aider les terroristes à attaquer le Mali. Un rapport de l'ONU confirme les mêmes faits. Donc, l'accord sert simplement de prétexte au Mali pour ne pas combattre ceux qu'il doit combattre. Et l'accord sert d'abri aux rebelles pour continuer à faire la guerre au Mali de manière clandestine. D'accord, on va revenir vers vous. Non, mais moi, très rapidement, vous savez l'amitié que j'ai pour vous, Maître Konaré. Je n'en doute pas. Mais je vous en prie, je pense qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre.
Et vous revenez là-dessus, ce sont des convictions qui sont les vôtres, que je respecte, si vous voulez. Et moi, je les connais aussi, les rebelles. Parce que contrairement à vous, je suis allé sur le terrain là-bas. Vous les connaissez qui sont rebelles? Oui, j'ai été sur le terrain quand ils étaient rebelles. Je vous assure, parmi les rebelles, il y a ceux qui veulent la paix. Je le pense sincèrement. En plus, moi, je parle librement. On ne peut pas m'accuser de supporter tel camp ou tel camp. Est-ce que vous voyez? Alors, moi, je suis un peu chagriné quand vous les classez parmi les mauvais et les autres parmi les bons. Ça, c'est cela dit en parenthèse, parce que, bon, nous allons régler ça après le on parlait du mouvement malien tout court. Il y en a beaucoup qui ont adhéré à ce mouvement. On peut parler de l'aménocale de Kidal et puis de bien d'autres. C'est déjà bon, quoi, s'ils sont maliens tout court. Mais Badou Sidi Koba, l'autre question, on a parlé de taux d'application de 25%. Certains disent que l'accord, la mise en œuvre n'aurait pas dû excéder les 6 mois. Peut-être c'est l'une des insuffisances, la difficulté dans l'application. Est-ce que la venue aujourd'hui de quelqu'un comme Tchébile Dramé pourrait peut-être accélérer ça? 25%, c'est rien, finalement. Bon. Tchébile peut appuyer sur l'accélérateur parce que Tchébile il a un terrain connu. Il a déjà été ministre des Affaires étrangères. Il est l'un des artisans des accords de Ouagadougou. Donc, il connaît parfaitement bien le dossier. S'il s'investit, si on lui laisse les coups de France, vraiment, il est en mesure d'apporter quelque chose sur le plan diplomatique. Mais ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que l'accord d'Alger, quand même, a produit quelque chose de très important dans la mesure où, que ce soit la plateforme, que ce soit la CEMA, l'armée gouvernementale, les mouvements non signataires de l'accord, donc ils ont toutes ces parties ont adhéré quand même au processus derrière. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'à présent, il y a des combattants qui ont des armes. Et on se pose la question, si ce n'est pas eux qui se déguisent la nuit en terroristes. Vous vous souvenez sans doute, lors de l'attaque massive d'Aguelok par les terroristes, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadif, a été clair. Il a dit aux groupes armés, il est temps que vous clarifiez votre position pour qu'on sache qui est terroriste, qui ne l'est pas. Alexis, comment atteindre les 75 autres pourcents en termes d'application de l'accord? Pour moi, il y a juste une chose. Vous savez, jusque-là, on n'a pas vu la sincérité de la communauté internationale. Il n'y a que sur le terrain, vous avez, Badou le disait, certains qui sont irrédentistes les jours pairs et, disons, djihadistes les jours impairs, bandits la nuit et cantonnés le jour. Et on a une multitude de forces sur le terrain, ceux qui disent nous sommes là juste pour combattre les djihadistes, qui en soumet font autre chose, ceux qui sont là pour dire nous sommes juste humanitaires ou ONG et qui n'ont aucune sincérité vis-à-vis de l'État, ceux qui sont là juste... Donc, on doit comprendre maintenant qu'on ne peut qu'avoir notre propre agenda, qu'on ne peut compter sur nous-mêmes. Je pense qu'il faut que l'État soit assez fort et déterminant pour, dans son schéma, ne tenir compte que de ses propres capacités et avancer. Je pense que c'est la seule solution. On parle beaucoup de la communauté internationale, mais là aussi, je suis désolé. Malgré les insuffisances, la communauté internationale a aidé le Mali. Si l'ONU, je le dis toujours, si l'ONU quitte le nord du Mali ou le centre du Mali aujourd'hui, nous aurons des difficultés. Mais le problème pour que ça avance, c'est que dans l'accord, la principale insuffisance pour moi dans l'accord, c'est que l'accord n'a pas tenu compte de la dimension transversale de la crise. C'est-à-dire la crise malienne, c'est la crise du Sahel, si vous voulez. Donc on s'est concentré sur le Mali en parlant de découpage, en parlant de territorialité. Tout ça, c'est bien, si vous voulez, de déposer les armes, de dédérer, etc. Mais il y a une dimension, de mon point de vue, une dimension transnationale de la crise que ne prend pas en compte l'accord de paix d'Alger. Vous voyez ce qui se passe au Burkina, vous voyez ce qui se passe au Niger, vous voyez ce qui se passe jusqu'au Tchad. Donc on aurait pu, on devrait, dans un cadre qui reste à définir, revoir un peu comment on peut prendre conscience de cette dimension-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des élèves, des étudiants qui ont été attaqués, des catholiques qui ont été attaqués il n'y a pas longtemps au Burkina. Moi, j'ai reçu un communiqué de revendication d'un groupe armé, c'est-à-dire l'État islamique au Sahel, par téléphone. Mais c'était un téléphone burkinabé. Mais
c'est au Mali qu'ils appellent. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont à la frontière. Donc il y a une stratégie des frontières. Mali, on a parlé de ça, Mali, Burkina, Niger, Mali, Niger, etc. On n'a pas assez tenu compte, de mon point de vue, de cette dimension-là. Il faut revoir ça. Mais l'autre chose, c'est que l'accord est caduc sur des points. C'est-à-dire qu'il faut revoir cet accord et dire là, nous ne pouvons pas avancer, là, nous ne pouvons pas avancer. Tous les chronogrammes qui ont été faits jusqu'à présent n'ont pas été respectés. Justement parce que l'accord est caduc sur des points, et c'est pas du tout méchant de le dire. On n'a pas besoin de porter un bonnet comme Maître Konaré pour le reconnaître. D'accord, ok, donc 30 secondes chacun, on s'achemine vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais juste souligner quelque chose. De 2012 à nos jours, la CEMA qui contrôle la région de Kidal n'a pas construit une seule mosquée, elle n'a pas construit un seul puits, elle n'a pas construit un seul dispensaire. Ça veut dire que c'est un groupe qui ne cherche pas l'intérêt des populations touareg ou des populations noires installées dans cette zone. C'est un groupe armé qui entend dicter à l'État du Mali ses caprices. L'État du Mali a des autorités pour assurer son indépendance. Nous en appelons aux plus hautes autorités du Mali pour demander officiellement la relecture de l'accord de paix. Voir ce qui ne peut pas être appliqué, voir ce qui peut l'être et faire un nouvel accord. Et non pas continuer à promettre aux gens l'application intégrale d'un accord qui, en même point, est inapplicable. D'accord. Voilà. Ok. Badou, vous avez demandé la parole. Moi, je pense que, comme l'a rappelé Charles Daniel, la crise a pris une envergure transnationale. Et je pense que ce qui se passe dans la zone Sahel a une certaine similitude avec ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique. Vous voyez, quand le premier ministre éthiopien est venu, le négus du changement, Abiy Ahmed, il a pris langue avec le président érythréen, son ennemi de toujours a fait Assayas Afwerki. Ensuite, avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le président somalien Farmajo. Donc, ensemble, ils ont trouvé une sorte de solution pour pouvoir ramener la paix dans la zone. Parce que c'est la crise somalienne qui a débordé dans les pays voisins et ça a donné lieu à des prises d'otages sanglantes telles que le cas de Westgate au Kenya et le cas de l'université de Garissa. Donc moi je pense que si les États voisins du Mali aussi s'impliquent, s'associent, on pourra trouver une solution globale à la crise malienne. D'accord, ce sera le mot de la fin par rapport à cette thématique. On me signale qu'on a 5 minutes pour conclure l'émission et parler de la fin de cette grève des enseignants, le mot d'ordre de la synergie des syndicats signataires d'octobre 2016 qui faisaient planer le spectre de l'année blanche. Mais le gouvernement est finalement parvenu à un accord avec ces syndicats. Le mot d'ordre qui a été levé. Alexis Calambri, on a frôlé l'année blanche. Ou est-ce que vous pensez qu'elle reste compromise? Non, on a frôlé l'année blanche, mais c'est qu'il y a, c'est vraiment de voir au-delà. Je pense qu'on a une solution qui permet à tout le monde de sauver la face, mais il faut vraiment que l'État en tire les leçons et aille au-delà. Peut-être qu'on profite de la période des vacances pour tout mettre à plat et vraiment avoir un accord avec les syndicats de sorte qu'on évite les grèves cycliques, mais surtout qu'on apprenne à respecter nos engagements. Donc, je pense que oui, on a obtenu une paix des braves, mais il faut que les deux parties, surtout le gouvernement, fassent en sorte que ça dure. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps tout ça, Maître Konaré? Si on parvient à un accord aujourd'hui, en mai 2019, toutes choses qu'on pouvait obtenir en février ou en mars 2019. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps pour rien? On aurait dû aller à l'essentiel. Une énorme perte de temps, mais c'est l'absence de volonté politique qui est la cause de ce retard. Aujourd'hui, la volonté politique a permis de mettre fin à la grève des enseignants, de mettre fin à la grève des cheminots. Et donc, je pense que l'État ne peut pas s'avérer incapable de satisfaire des revendications que je ne trouve pas trop exagérées. Qu'est-ce que la prime de logement des enseignants représente par rapport à un budget annuel de l'État de près de 2500 milliards?
Donc vraiment, il faut régler les problèmes en leur temps et ne pas nous faire perdre notre temps. Oui, Badou. Bon, on peut dire que c'est un ouf de soulagement, ouf, l'année scolaire est sauvée, mais est-ce que ça c'est suffisant? Parce que c'est un accord qui a été signé à l'emporte-pièce de façon précipitée pour sauver quelque chose. Mais au-delà, est-ce qu'il ne serait pas bon pour qu'à l'avenir, qu'il y ait un forum sur le plan social pour discuter de tous les problèmes et trouver une solution globale? Parce que cette année, les enseignants ont enfin accepté de prendre la craie. Lundi, demain c'est le 20 mai. Pour combien de jours ils vont faire les examens et les élèves vont passer sans niveau. Donc ça va encore impacter sur le niveau de l'étudiant malien ou de l'élève malien qui est un niveau déjà précaire. Tout le monde le sait. Moi je pense qu'à l'avenir, il faut trouver une solution globale avec l'ensemble des acteurs de l'école, jouer carte sur table au lieu de chercher des solutions copier-coller. Peut-être qu'il faut qu'on arrête de sauver les années pour sauver l'école. Je pense, parce que sinon, c'est comme si on déplaçait le problème et qu'il n'était pas résolu. C'est-à-dire, là, on a eu un accord. Essentiellement, je pense qu'il y a une meilleure coordination entre le ministère du Développement social. C'était important de créer ce ministère. On a vu Amadou Diko, qui n'est plus dans l'opposition, qui est maintenant dans l'action, qui a commencé à courir, à démarcher les syndicalistes, à discuter la nuit, etc. On a vu le ministère des Finances était important parce que puisque le Premier ministre tient les rênes du ministère des Finances et de l'Économie, qu'est-ce qu'on peut donner? Dialogue social et puis ministère de l'Éducation nationale. C'est bien parce que ça va peut-être sauver l'année. Mais vous savez, tous les ans, on sauve quasiment les années au Mali. Donc le problème, c'est un problème de fond. Il faut plutôt aller dans le fond du sujet. Est-ce que vraiment l'enseignant malien aujourd'hui est dans les conditions qu'il faut pour donner la bonne éducation aux populations, aux élèves? C'est ça le véritable problème. Sinon, ça va être comme si on déplaçait le problème sans le régler. Mais quand même, bravo, il faut dire bravo, parce que c'est la fin de la crise. On va probablement demain voir sur le terrain les élèves dans des kaki neufs à reprendre le chemin de l'école. C'est une très bonne chose, mais il faut aller un peu plus en profondeur, parce que le problème n'est pas résolu. Le problème est un peu déplacé. D'accord. Il y a quand même un constat à mettre Konaré, et c'est une constance dans cette gouvernance-là. Lors de la grève des magistrats, on avait dit la même chose. Le gouvernement ne va pas bouger de sa position. Mais 3 mois après, on est parvenu à un accord. La grève des médecins, même chose, l'État n'a pas de moyens. 100 jours avec des victimes. Et après, on est venu à un accord. La grève des enseignants, on a même entendu que même si un autre gouvernement arrivait, il ne pourrait pas résoudre cette équation-là. Aujourd'hui, on arrive à ce résultat, à un accord. Peut-être qu'il faut prendre à bras le corps les choses, savoir anticiper pour éviter au pays des situations de ce genre-là. Il faut anticiper, mais il faut aussi déterminer les priorités. Le problème, c'est que le gouvernement malien se trompe le plus souvent de priorité en investissant dans des domaines inutiles. On a un ministère de la prospective. Je vous ai cité les 3 milliards. On a un ministère de la prospective, on va riposter. Hein. Je vous ai cité les 3 milliards qu'on distribue aux partis politiques. À quoi servent les partis politiques pour qu'on leur distribue ça? À quelle éducation populaire les partis politiques participent-ils? Rien. Ils attendent simplement cette distribution de charité pour aller peindre un peu leur siège là et manger le reste. Ok. Peut-être le ministère de la prospective et du dialogue social. Oui. Je pense, oui, c'est que franchement, moi, si je ne suis pas un homme politique, mais moi je rêve de diriger un jour dans un pays le ministère de la prospective. Parce que non, mais ça permet de régler ce genre de problème. L'éducation dans 20 ans, la politique dans 20 ans, la jeunesse dans 20 ans, est-ce que vous voyez? Et c'est une bonne chose, vraiment c'est une bonne chose qu'on ait résolu ce problème-là, mais ce n'est pas la fin de la crise. D'accord, et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient Badou Sidi Koba du journal Carrefour, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Cheikh-Mar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h, vous suivez Politique, le débat autour du thème les inondations à Bamako, les causes et puis les solutions, avec Robert Dissa qui va recevoir M. Mamadou Zakaria, environnementaliste, M. Ahmed Sekou Diallo de l'Association pour le climat, et Dr Tchemoko Traoré, anthropologue, et M. Koulibaly, le PDG de SIFMA. C'est à 21h autour de la problématique des inondations. Merci d'avoir suivi ce numéro. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre débat du dimanche.